Quand la pluie de Normandie vous imprègne jusqu'aux os, vous n'avez pas seulement froid, vous vous sentez aussi alourdi. Ce matin-là, la boue sous mes bottes était collante, comme si elle voulait m'enfermer à jamais dans cette terre, cette ferme et cette vie misérable. Je m'appelle Amélie, et voici l'histoire de ma mort, ou plutôt de la façon dont ils ont cru me tuer, mais ont en réalité réveillé la femme qui sommeillait en moi. Je me suis réveillée avant 4h30 dans l'obscurité totale du petit matin. Mon mari Julien ronflait à côté de moi. Son visage arborait cette expression satisfaite et arrogante qui ne le quittait jamais, même dans son sommeil. J'ai repoussé la couette et je me suis levée. La maison était glaciale. Les vieilles maisons en pierre comme la nôtre ne gardaient jamais la chaleur à l'intérieur, surtout à la fin de l'automne. Mais ce n'était pas seulement mon corps qui grelottait. Mon âme était gelée depuis des années. En descendant à la cuisine, j'ai vu les verres à vent sales que ma belle-mère, Madame Rousseau, avait laissés sur le comptoir la veille. Les taches de rein rouge ressemblaient à du sang séché sur la porcelaine blanche. Mes mains tremblaient en les lavant. Non, ce n'était pas dû à la vieillesse mais à la fatigue. Julien et sa mère s'occupaient de la gestion de la ferme. Ils faisaient les comptes, participaient aux réunions de la coopérative et déjeunaient dans les restaurants chics du village. Quant à moi, je ne suis qu'un ouvrier. La traite matinale de 200 vaches laitières, le nettoyage des étables, les soins aux veaux, tout cela reposait sur mes épaules. Ce matin-là, en m'entrant dans l'étable, j'ai remarqué que Belle, l'une de mes vaches préférées, était agitée. Je lui ai caressé la tête. Les animaux sont plus honnêtes que les humains. Belle me regardait de ses grands yeux humides, comme si elle sentait le désastre approcher. À ce moment-là, j'ai pensé que le reste de ma vie sentirait comme cette étable, que l'odeur de fumier et de lait qui imprégnait mes vêtements ne partirait jamais. Mais je me trompais. Je ne savais pas que le destin, ou plutôt le plan que mon père avait préparé pour moi, allait commencer ce matin-là. Quand je suis rentrée à la maison vers midi, j'ai vu une voiture familière devant la porte, une Peugeot gris argenté. Mon cœur s'est arrêté. Cette voiture appartenait à ma sœur, Claire, ma sœur de sang, ma chair et mon sang. En entrant, j'ai découvert la scène familière dans la cuisine. Julien était assis à la tête de la table, un verre de calvados à la main. Sa mère était assise juste à sa droite, droite comme une reine. Et Claire, ma chère sœur Claire, assise juste à gauche de Julien, lui chuchotait quelque chose à l'oreille en gloussant. Quand ils m'ont vu, leurs rires se sont arrêtés net. « Ah, enfin !» a dit Julien en regardant sa montre. Sa voix ressemblait à celle d'un maître s'adressant à sa servante. « Amélie, tu sens mauvais. Nous avons des invités, va changer ses haillons. » Claire se tourna vers moi. Elle portait un pull en cachemire beige. Ses cheveux étaient impeccables, comme si elle sortait du salon de coiffure. Quant à moi, j'avais des brins de paille dans les cheveux et de la terre sous les ongles. « Bonjour ma sœur, » dit Claire. Sa voix était si douce qu'elle aurait pu rendre quelqu'un diabétique. « Je suis venue t'aider, mais Julien m'a dit que tu avais beaucoup de travail à la ferme. Tu as l'air très fatiguée. »« Ça va, » répondis-je d'une voix faible. Ma voix ne semblait pas résonner, même dans ma propre maison. À ce moment-là, Julien jeta violemment un dossier sur la table. « Assieds-toi, Amélie, nous devons parler. Mais d'abord, change-toi, nous nous coupons l'appétit. » Avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne vous entendait, même si vous criez de toutes vos forces dans une pièce bondée ? Connaissez-vous ce sentiment horrible que votre existence n'a de sens que si elle facilite la vie des autres ? Si la réponse est oui, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car l'histoire d'Amélie, c'est-à-dire mon histoire, sera le cri de vengeance de toutes les femmes qui restent silencieuses. Je me suis montée prendre une douche. Alors que l'eau chaude coulait sur mon corps, j'ai laissé mes larmes couler aussi. Mais seulement pendant 5 minutes. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'étais pas fière de la femme que je voyais. Une femme aux cernes sous les yeux, aux épaules voûtées, qui semblait avoir 50 ans alors qu'elle n'en avait que 34. Quand je suis descendue, la table était prête. Un rôti du dimanche. Bien sûr, c'est moi qui l'avais préparé, moi qui l'avais mis au four, mais on attendait que je me nettoie pour servir. Je me suis assise à la table. Julien a ouvert le dossier. « Le terrain du Sud, nous le vendons. Une entreprise d'énergie solaire a fait une bonne offre. » Ma fourchette s'est figée dans ma main. « Quoi ? Le terrain de mon père ? Nous avions promis de ne jamais le vendre. Ce sont nos pâturages les plus productifs ?» Ma belle-mère, Madame Rousseau, intervint, en pinçant ses lèvres fines. « Les pâturages ne rapportent pas d'argent, Amélie. L'avenir est dans l'énergie.
De plus, cet argent nous permettra de rénover les étables. Nous aurons un système plus moderne. Ta charge de travail sera également réduite. Vous vous fichez de ma charge de travail, dis-je pour la première fois. Ma voix était un peu plus forte à ce moment-là. Ce terrain n'est pas en sujet de discussion. C'est un héritage de mon père, il ne sera pas vendu. Un silence glacial s'installa dans la pièce. Julien leva seulement sa tête. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai eu peur. Ce n'est pas toi qui décides, Amélie. C'est moi qui ai le pouvoir de signature. Tu ne fais que gérer les affaires. Claire posa sa main sur le bras de Julien. Calme-toi, Julien. Ma sœur est juste émotive. Elle est attachée à la mémoire de notre père, tu dois comprendre ça. Puis, elle se tourna vers moi, avec cette fausse lueur de compassion dans les yeux. Ma sœur, Julien a raison. La situation économique est claire. Et puis, tu as peut-être besoin de te reposer maintenant. À ce moment-là, la façon dont Claire posait ses doigts sur le bras de Julien m'attira dans mon attention. C'était très détendu, très familier. Ce n'était pas le geste d'une sœur envers son beau-frère, c'était plutôt celui d'une femme envers son homme. J'ai ressenti un étrange pincement au ventre, mais ce n'était pas de la jalousie, c'était une douleur physique. Après la seule tranche de pain et le café que j'avais pris au petit déjeuner, la première chose que j'ai ingérée était la tisane spéciale que Claire m'avait tendue. « Je l'ai apportée pour toi, elle est bonne pour les nerfs ?» m'avait-elle dit avant le repas. Je me souviens du moment où j'avais porté la tasse à mes lèvres. Son goût était-il un peu métallique? Sentait-il l'amande amardée? « Ça va ?» m'a demandé ma belle-mère, l'air dégoûté. « Tu es toute pâle ?» La crampe dans mon estomac s'est transformée en coup de couteau. Je me suis agrippée au bord de la table. J'avais la tête qui tournait. La voix de Julien était étouffée, comme si elle venait de sous l'eau. « Elle fait encore son numéro, » dit Julien. « C'est toujours la même comédie à chaque conversation difficile. »« Non, J'essayais de sortir, mais mes jambes ne me portaient pas. Ma chaise s'est renversée dans un grand bruit. En tombant, j'ai senti le sol en pierre froid toucher ma joue. Ma vision se brouilla, et la dernière chose que je vis fut Claire, regardant Julien et lui souriant légèrement, presque imperceptiblement. Il n'y avait ni inquiétude ni peur, seulement de l'attente. Puis, le noir. Mais ce n'était pas la fin, c'était le début de leur plus grande erreur. Ils pensaient m'avoir tué, mais ils n'avaient fait que réveiller le monstre qui sommeillait en moi. Lorsque j'ouvris à nouveau les yeux, la pure et obéissante Amélie qui travaillait à la ferme avait disparu. Je découvris qui allait la remplacer en lisant en cachette un dossier qui ne m'appartenait pas dans ma chambre d'hôpital. La première chose que j'ai ressentie en ouvrant les yeux, c'était cette sécheresse brûlante dans ma gorge. L'odeur familière de la terre de la ferme n'était plus dans mon nez. À la place, il y avait une odeur âcre d'antiseptique et d'iode qui me brûlait les poumons. La lampe fluorescente au plafond bourdonnait. Hôpital universitaire de Rouen. En tournant la tête, mon monde s'est effondré. C'était comme si une cloche sonnait dans mon cerveau. « Tu es en vie », me suis-je murmuré à moi-même. « Tu es toujours là. » Julien était assis dans un fauteuil dans un coin de la pièce. Il était occupé avec son téléphone. Son pouce bougeait rapidement sur l'écran. Son visage ne reflétait pas l'inquiétude d'un homme dont la femme était revenue d'entre les morts, mais plutôt la tension d'un investisseur qui avait perdu de l'argent en bourse. Quand il remarqua que je bougeais, il rangea rapidement son téléphone dans sa poche et revêtit son faux sourire écœurant. « Amélie, Dieu merci !» dit-il en s'approchant de moi. Il essaya de me prendre la main, mais je la retirai sous la couette. Il interpréta ce geste comme un signe de faiblesse. « Tu nous as fait très peur, ma chérie. Les médecins ont dit que c'était une intoxication alimentaire. Tu as dû manger quelque chose qui ne t'a pas réussi. » Je plissai les yeux. « Une intoxication alimentaire ?» Ma voix était aussi grinçante qu'une charnière rouillée. « Nous avons tous mangé la même chose, Julien. »« Ah non !» a-t-il répondu précipitamment. Il détournait le regard. « Tu n'as pas mangé ce fromage spécial que Claire a apporté ? Je pense qu'il était avarié. Claire a aussi été un peu malade, mais toi, tu as toujours eu une santé fragile. » C'était un mensonge. Je n'avais pas touché à ce fromage, mais je me souvenais très bien de cette tisane qui m'avait brûlé l'estomac. Et je ne pensais pas du tout que Claire avait été malade. Je savais pertinemment qu'elle n'était pas à l'hôpital, mais probablement dans mon lit, chez moi, en train de répéter ma vie. À ce moment-là, le docteur Maury entra dans la pièce. C'était un homme d'âge moyen, au regard sérieux. Il fronçait les cerises en consultant son dossier. « Madame Rousseau, vous êtes réveillée ?» dit-il d'une voix distante. « Votre mari peut-il sortir ? J'ai besoin de vous parler en privé. » Julien s'agita nerveusement. « Je suis son mari, docteur. Nous n'avons rien à cacher. J'ai le droit de savoir tout ce qui concerne l'état de santé de ma femme. »
Le docteur Maury lança un regard perçant à Julien par-dessus ses lunettes. Ce n'était pas une demande, monsieur Rousseau, c'est une procédure. Julien sortit de la pièce en serrant les dents, mais sans fermer complètement la porte. Il la laissa entr'ouverte. Le docteur Maury s'en aperçut, se dirigea vers la porte et la ferma brusquement. Puis il vint vers moi. « Madame, dit-il en baissant la voix, je vais être franc avec vous. Ce que nous avons constaté dans vos analyses sanguines n'est pas une intoxication alimentaire normale. Le rapport toxicologique n'est pas encore complet, mais nous avons trouvé une forte concentration de dérivés de la digitaline dans votre organisme. Prenez-vous des médicaments pour le cœur ? Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre dans ma poitrine. La digitale, cette belle plante aux fleurs violettes mais mortelles qui pousse dans les zones boisées derrière la ferme, à l'ombre humide. Claire, elle appelait toujours ces plantes les merveilles de la nature. Non, j'ai murmuré, je ne prends pas de médicaments. Le médecin prit une bonde d'inspiration. Écoutez, je vais peut-être devoir prévenir la police. Ce produit ne doit pas être mélangé accidentellement à de la nourriture. Si vous êtes en danger chez vous... À ce moment-là, je devais faire un choix. Que se passerait-il si je disais à la police « Oui, mon mari et mon frère m'ont empoisonné ». Les relations de Julien dans la ville, ses avocats, ses célèbres dîners avec le chef de la police, il serait libéré faute de preuves. Quant à moi, on serait déclaré paranoïaque, jalouse et mentalement instable. On m'enfermerait dans une clinique et on me prendrait ma ferme. Non, la justice ne se trouverait pas dans les rapports de police, mais entre mes mains. « J'occupe le jardin, docteur, dis-je en le regardant dans les yeux. Mentir était plus facile que je ne le pensais. Peut-être que j'ai nettoyé les mauvaises herbes sans gants, puis j'ai mangé sans me laver les mains. C'était une négligence de ma part. Le médecin ne semblait pas convaincu, mais il n'insista pas. Très bien, mais nous allons vous garder en observation pendant 24 heures. Et un conseil, soyez plus prudent dans le jardin. 10 minutes après le départ du médecin, Julien est revenu. Cette fois, il avait avec lui une mallette en cuir noir. Son expression avait changé. Il n'était plus un homme inquiet, mais un homme d'affaires impatient. Écoute, Amélie, les médecins vont te garder ici encore un peu. Ça ne va pas à la ferme. Il a appelé l'avocat pour les papiers d'assurance et la vente du terrain. On va rater le coche. Il sortit une liasse de papiers de sa mallette. Au-dessus, il y avait une procuration. Tu dois signer ça, dit-il en essayant de me mettre le pilot dans la main. C'est une procuration générale pour que je puisse gérer les affaires en mon absence. C'est juste une formalité. Je jetai un coup d'œil au document. Procuration générale. Cela ne concernait pas seulement les affaires hospitalières. Cela lui donnait le pouvoir de vendre des biens immobiliers en mon nom, de gérer mes comptes bancaires, de faire tout. À ce moment-là, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Ils étaient pressés. Pourquoi n'avaient-ils pas tué tout de suite ? Pourquoi avaient-ils seulement ajusté la dose pour m'envoyer à l'hôpital plutôt que pour me tuer ? Ou peut-être n'avaient-ils pas réussi à l'ajuster ? J'ai la tête qui tourne, Julien, dis-je en laissant le pilon exprès tomber. Mes yeux se ferment, je n'arrive pas à lire. Julien poussa un soupir de colère. Il se pencha pour ramasser le pilot. « Tu n'as pas besoin de lire, Amélie. Tu ne me fais pas confiance, je suis ton mari. » À ce moment-là, le téléphone sonna de nouveau. Je vis « L'amour » s'afficher à l'écran. Claire. « Je dois y répondre, dit-il d'un ton sec. Remets-toi d'ici mon retour. Tu dois signer aujourd'hui. » Il laissa son sac sur le siège et sortit précipitamment. C'était ma chance. Tous les muscles de mon corps me faisaient mal, mais je me suis levée du lit. J'ai traîné le pied à perfusion jusqu'au fauteuil. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais le fermoir du sac. Il contenait des documents coopératifs, des relevés de bancaire et une enveloppe jaune portant « Confidentiel ». J'ai ouvert l'enveloppe. Le document qui s'en est échappé allait changer ma vie. Il s'agissait d'une mise en demeure officielle envoyée par monsieur Leblanc, notaire et vieil ami de mon père. Cher Julien Rousseau, suite à votre demande, les registres fonciers du terrain que vous envisagez de vendre dans le cadre du projet d'énergie solaire ont été vérifiés. Votre épouse Amélie Rousseau est l'unique propriétaire légal du dit terrain et de 60% des parts de la coopérative laitière de Normandie, conformément à l'acte de donation établi en 2018 par son défunt père, monsieur Lefebvre. Cette propriété relève du régime de la séparation de biens et ni vous, en tant que conjoint, ni sa mère, madame Rousseau, n'avez le pouvoir de la vendre. La vente ne peut être effectuée sans la signature manuscrite de madame Amélie et son approbation devant notaire. J'en ai eu le souffle coupé. Pendant des années, ils m'ont dit « Tu n'as rien. Tu n'es qu'un fardeau pour nous. Tout repose sur ma mère. » Ils m'ont fait travailler comme un esclave sur mes propres terres. Pourtant moi, j'étais propriétaire de tout. Mon père, cet homme silencieux et sévère, avant de mourir, il avait fait le plus grand geste pour me protéger, mais il n'avait pas eu le temps de me le dire. Ou peut-être que Julien me l'avait caché pendant des années.
Il y avait une autre note sous le dossier, une note écrite de la main de Julien. Le notaire pose problème, une procuration est nécessaire. Soit il signe, soit... La suite de la phrase n'était pas écrite, mais je n'avais pas besoin de la compléter. Soit il signe, soit il meurt. J'entendis des pas revenir dans la pièce. Je rangeai rapidement les papiers dans mon sac, fermai le clip et me reculai dans mon lit. Lorsque Julien entra, j'avais remonté la couette jusqu'à mon menton et je regardais le plafond. « Tu as parlé » demanda-t-il, la voix toujours tendue. « Tu es prêt » Je me suis tournée vers lui. J'ai affiché sur mon visage l'expression stupide et docile à laquelle il était habitué depuis des années. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. « Je suis très fatiguée, Julien, » ai-je répondu. « Je n'ai plus la force de tenir un stylo. Demain, je te promets que je signerai dès demain matin. » Julien marqua une pause. Il me regarda dans les yeux, cherchant un mensonge. Mais je n'étais plus l'ancienne Amélie. J'étais désormais propriétaire de 60% des parts. J'étais désormais la patronne. « Très bien, » dit-il en prenant son sac. « Demain matin, je viendrai tôt. » Alors qu'il quittait la pièce, je lui ai souri. C'était mon premier vrai sourire depuis des années. Demain matin, je ne signerai pas. Demain matin, mon jeu commencerait. Ils pensaient jouer aux échecs, mais ils avaient oublié à qui appartenait la table. Avez-vous déjà découvert que la plus grande arme de votre ennemi vous appartenait en réalité ? Si oui, écrivez « Le jeu a commencé » dans les commentaires. Car le temps du deuil est terminé pour Amélie Rousseau. Si la vengeance est un plat qui se mange froid, j'ai déjà commencé à dresser la table. Le lendemain matin, le soleil qui pénétrait dans la chambre d'hôpital était brillant et trompeur, contrairement à la pluie morne de la veille, tout comme mon mari Julien. À 8 heures, il est apparu à la porte comme il l'avait promis. Il portait son costume le plus cher, tenait un bouquet de fleurs fanées et avait son sac en cuir maudit. « Bonjour mon amour », dit-il en se penchant pour déposer un baiser glacial sur mon front. « J'ai parlé au médecin, tu peux sortir. » Mais avant, il tendit la main vers son sac. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais mon visage resta impassible. Le visage impassible que j'avais développé au fil des années pour faire face à leurs insultes était désormais ma meilleure arme. « Julien » dis-je en ajoutant un tremblement artificiel à ma voix, « j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Tu as raison. C'est toi qui diriges cette ferme, cette entreprise. Je dois signer. » Les yeux de Julien se sont mis à briller. Il a souri comme un prédateur qui a piégé sa proie. Il m'a tendu le stylo en pressement. « Bravo Amélie, c'est la meilleure décision. » Je pris le stylo. Je l'approchai du papier, puis je m'arrêtai. « Mais, dis-je en tenant le stylo en l'air, je me souviens du testament de mon père. Il disait toujours « Les affaires officielles exigent de la formalité. » Si je signe cette procuration à la hâte ici dans une chambre d'hôpital, les vieux loups de la coopérative pourraient s'y opposer demain ou après-demain. Et s'ils disent « La femme était malade, son mari l'a forcée à signer », la vente sera annulée et tu te retrouveras dans une situation difficile. Le sourire de Julien s'est figé. Il fronça les sourcils. Il réfléchissait. Il savait que j'avais raison. La direction de la coopérative était conservatrice et n'appréciait guère Julien. « Que proposes-tu » demanda-t-il d'un ton sec. « Ramène-moi chez moi, dis-je. Je vais me reposer aujourd'hui. Demain matin, nous irons ensemble chez le notaire Monsieur Leblanc. Nous ferons tout dans la règle, devant témoins. Ainsi personne ne pourra rien te reprocher. » Julien hésita un instant. Il me regarda dans les yeux. S'il y avait vu la moindre trace de peur ou de fuite, il m'aurait étranglé sur place. Mais je ne lui offrais que le regard d'une épouse fatiguée et docile. « Très bien, » dit-il en fermant la valise. « Mais demain matin à 9 heures, nous serons à ce bureau. Pas d'excuses. »« Pas d'excuses, » répétai-je. Le trajet du retour se déroula en silence. En regardant le paysage normand défiler à travers la vitre de la voiture, je dessinais en fait une carte de guerre dans mon esprit. Entrer dans la maison était comme entrer dans la tanière du lion. Il pouvait m'empoisonner à nouveau, il pouvait faire croire à un accident, je pouvais tomber dans les escaliers. Mais je devais rentrer à la maison, parce que l'épreuve était là, et surtout mes alliés allaient venir. Lorsque nous sommes entrés dans la cour de la ferme, Claire était présente sous le porche. Elle tenait une tasse de café dans la main et portait mon châle préféré. J'avais acheté ce châle avec l'argent de la récolte de l'an dernier pour me l'offrir comme un cadeau d'anniversaire. Quand je suis descendue de la voiture, Claire a couru vers moi. « Ma sœur, Dieu merci !» Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai gardé mon corps raide. J'ai senti son parfum. Elle avait mis mon parfum. « Je suis désolée pour toi, » dit-elle en reculant pour examiner mon visage. « Tu es très pâle. Tu devrais aller te coucher immédiatement. Je vais te préparer quelque chose. » « Ce n'est pas nécessaire.
J'ai répondu d'une voix si faible que Julien ne pouvait pas l'entendre. Je prépare moi-même mes repas clairs. J'ai encore l'estomac sensible. J'ai vu un éclair de surprise dans ses yeux. Mais il s'est vite repris. Bien sûr, comme tu veux. Je suis rentrée à la maison. Tout semblait pareil, mais rien n'était pareil. Ce n'était plus ma maison, c'était une scène de crime. Julien est sorti en disant « Je dois aller à la coopérative, il vaut mieux que je me montre pour faire taire les rumeurs ». Claire l'a suivi en disant « Je vais au supermarché, il n'y a plus rien à la maison ». Bien sûr, elle n'allait pas au supermarché, elle allait retrouver Julien pour faire le point sur la situation. À partir du moment où je me suis retrouvée seule à la maison, le chronomètre s'est mis en marche. Ma première tâche a été de trouver mon vieux téléphone portable déchargé, que j'avais caché dans mon vieux coffre dans le grenier, plutôt que d'utiliser le téléphone fixe de la cuisine. Les secondes qui s'écoulaient pendant que je le rechargeais et attendais qu'il s'allume m'ont semblé durer une éternité. Dès que le téléphone s'est allumé, j'ai composé le seul numéro fiable de mon répertoire, celui du vétérinaire Pierre. Pierre était le vétérinaire de la ferme depuis l'époque de mon père. C'était un homme honnête, peu loquace, qui aimait les animaux plus que les humains. Julien voulait le renvoyer parce qu'il le trouvait trop cher, mais j'avais insisté pour qu'il reste. « Allô, Amélie ?» Sa voix était inquiète. « J'ai appris que tu étais à l'hôpital. Les vaches vont bien, Pierre, » ai-je murmuré. « Mais pas moi. Écoute, je ne peux pas tout te raconter, mais j'ai de gros problèmes. Et tu es la seule personne en qui j'ai confiance. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis vint ce ton rassurant. « Que veux-tu que je fasse ? Tu dois venir à la ferme ce soir sous prétexte d'un contrôle de routine, dis-je. Et tu dois apporter les petites caméras que nous avons installées dans les étables pour surveiller les voleurs. Mais cette fois, nous ne les installerons pas dans l'étable, mais dans la maison. Amélie, c'est illégal et dangereux. Ils m'ont empoisonné, Pierre, dis-je. Ma voix tremblait, mais cette fois, ce n'était pas pour jouer la comédie. Avec de la strychnine. Si tu ne m'aides pas, cette ferme, les vaches et moi-même disparaîtront. Pierre prit une profonde inspiration. Je serai là dans 1 heure. Quand j'ai raccroché, j'avais les mains moites. J'avais fait mon premier pas. Il était temps de passer au deuxième. Les relevés bancaires. Je suis entrée dans le bureau de Julien. Je pensais qu'il serait fermé à clé, mais son arrogance était telle qu'il n'avait même pas pris la peine de fermer la porte. Qu'est-ce qu'une idiote comme elle peut bien comprendre à l'informatique, pensait-il sans doute. J'ai allumé l'ordinateur. Le mot de passe ? Inutile d'essayer. Claire, 1990. Lorsque l'écran s'est allumé, ce que j'ai vu m'a donné la nausée. Il ne s'agissait pas seulement de virements effectués depuis mon compte. Julien détournait également des fonds de la coopérative, et il transférait tout cela vers des sociétés écran ouvertes au nom d'Amélie Rousseau. Non seulement ils allaient me tuer, mais après ma mort, ils allaient me faire porter le chapeau et se présenter comme des maris victimes. Un plan parfait, ai-je murmuré en regardant l'écran. Des larmes coulaient de mes yeux, mais un sourire amer se dessinait sur mes lèvres. Vraiment génial, il n'y a qu'un seul défaut. La victime respire encore. À ce moment-là, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Julien et Claire. Ils étaient rentrés plus tôt que prévu. Je fermai rapidement l'ordinateur, mais le bruit du ventilateur continue de vromber. Je restai figé au milieu du bureau, le bruit de mes battements de cœur résonnant dans mes oreilles. Des bruits de pas se dirigèrent vers les escaliers. « Amélie » appela Julien. Sa voix était pleine de doute. « Où es-tu » Je n'avais nulle part à aller. Si je me faisais prendre, tout serait fini. Je ne pourrais pas passer cette soirée. Avez-vous déjà ressenti, à un moment où votre vie ne tenait qu'à un fil, cet étrange courage qui remplace la peur ? Ce moment où, lorsque le chasseur apparaît à la porte, vous cessez de trembler et vous préparez à montrer les dents. Si la réponse est oui, aimez cette vidéo. Car maintenant, il est temps pour Amélie de montrer les dents. La poignée de la porte s'est abaissée. Quand Julien est entré, j'étais accroupie devant la bibliothèque, juste derrière le bureau. J'avais dans les mains un album poussiéreux que nous n'avions pas ouvert depuis des années. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» et le rugit. Son regard s'est d'abord porté sur moi, puis sur le bureau. L'écran de l'ordinateur était noir, mais le léger ronronnement du ventilateur remplissait la pièce. Le doute la traversait comme une ombre obscure. Je levai lentement la tête. J'avais réussi à faire monter les larmes à mes yeux. J'ai posé ma main sur mon cœur et respiré par sa cou. « Notre album de mariage », dis-je d'une voix tremblante. Depuis que je suis revenue de l'hôpital, je n'ai plus pu m'empêcher d'y penser. Le moment où mon père nous a bénis en face de cette église. Je voulais le ressentir, Julien. Je me suis dit que ce que je vivais était peut-être un avertissement de mon père. Les épaules tendues de Julien se détendirent soudainement.
Le doute fit place à ce sentiment familier et détestable de supériorité. Il ne voyait plus en face de lui une menace, mais une femme émotionnelle, confuse et faible, qui regrettait son père. « Ne dis pas n'importe quoi, Amélie, dit-il, mais d'une voix plus douce. Il s'approcha de moi et jeta un regard dédaigneux à l'album que je tenais dans mes mains. Tu restes coincé dans le passé, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Puis il jeta à nouveau son regard sur la table. L'ordinateur, pourquoi est-il chaud ? Je retins mon souffle. Je ne sais pas, répondis-je innocemment. Peut-être que tu l'as laissé allumé, ou... J'ai hanté le bureau en entrant. J'ai cru que l'écran s'était allumé, mais... Julien posa sa main sur le boîtier de l'ordinateur. Il resta immobile pendant une seconde, puis il haussa les épaules. Il est en train de faire une mise à jour. Peu importe. Sors d'ici, je dois travailler. Je vais préparer les documents pour les formalités notariales de demain. Bien sûr, dis-je, en me levant, titubant légèrement. J'ai raison, j'ai besoin de me reposer. En sortant de la pièce, j'entendis la porte se verrouiller derrière moi. Clic. Ce bruit m'effrayait autrefois. Aujourd'hui, je souris simplement, car je sais désormais ce qui se cache derrière cette porte. Et savoir, c'est la seule chose qui chasse la peur. Le dîner fut un véritable spectacle. Ma belle-mère, Madame Rousseau, avait préparé une soupe de légumes spéciale pour sa belle-fille malade. Quand nous nous sommes assis à la table, Claire et Julien n'arrêtaient pas de se regarder. « Bois ta soupe, Amélie », insistait ma belle-mère. « J'y ai mis plein de vitamines. » Je plongeai ma cuillère dans la soupe, je la soulevai et la portai à mes lèvres. Tous les regards étaient braqués sur moi. Ils retenaient leur souffle. J'ai baissé ma cuillère. « Mon estomac !» dis-je en me grimaçant. « Il est tout retourné. Je crois qu'on ne peut manger que du pain sec. » Je vis le muscle de la mâchoire de Julien se contracter. « Mange ça, Amélie, ma mère s'est donné du mal pour toi. »« Ne la force pas, Julien, » dit Claire, en posant sa main sur son épaule. « Elle a un estomac sensible, elle doit être en forme demain matin, n'est-ce pas ?» Demain matin, c'était leur seule préoccupation, que je signe et que je meure tranquillement, de cause naturelle. À 20h30, on a sonné à la porte. Julien grommela. Qui cela peut-il bien être à cette heure-ci ? Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit Pierre. Pierre portait une vieille blouse verte de vétérinaire et se tenait sur le seuil, chaussé de bottes boueuses. « Bonsoir » dit Pierre de sa voix grave. « Désolé de vous déranger, mais en passant devant les tables, j'ai entendu Belle. Elle est peut-être en train de mettre bas. Je dois aller voir, mais j'ai laissé ma trousse à pharmacie dans la voiture. Amélie avait des antibiotiques de rechange dans son placard. Elle a la clé. » Julien poussa un soupir. « C'est le moment, Pierre. Cette vache est déjà vieille. »« Julien !» écriai-je depuis l'escalier. « S'il te plaît, Belle est ma préférée. Pierre va s'en occuper. La clé est dans la poche de la veste dans le vestiaire. » Julien s'écarta à contre-cœur. « Dépêche-toi. » Lorsque Pierre entra, Julien retourna dans la cuisine pour se resservir un verre de vin. Cela signifiait que Pierre et moi allions nous retrouver seuls dans le couloir pendant 5 secondes. Pierre s'approcha de moi et mit la main dans sa poche. Nos regards se croisèrent. Il ne dit rien. Il se contenta de glisser dans ma main un objet dur, de la taille d'une boîte d'allumettes. « Mon travail à l'écurie pourrait prendre du temps, » dit-il à voix haute. « Ne vous inquiétez pas, ce petit objet dans ma main était mon billet pour la liberté. Cette nuit-là, quand tout le monde dans la maison s'est endormi, je suis passé à l'action. Alors que les ronflements de Julien résonnaient dans le couloir, je me suis glissé comme une ombre. Pierre ne m'avait pas seulement donné un appareil photo, mais aussi 2 mini-enregistreurs sans fil équipés de détecteurs de mouvement. J'en ai placé un sur la grande horloge de la cuisine, de manière à pouvoir voir toute la table. Je devais mettre l'autre dans le bureau de Julien, mais la porte était fermée à clé. J'ai élaboré un plan alternatif. Le salon. Julien aimait passer ses appels téléphoniques importants devant la cheminée du salon, un verre à la main. Il se prenait pour un personnage de cinéma. J'ai caché le 2e appareil dans la vieille figurine en porcelaine posée sur la cheminée. Les yeux de la figurine étaient désormais les miens. Quand je suis retournée me coucher, il était 3 heures du matin. Je n'ai pas fermé les yeux, car je savais que le lendemain matin, quand nous irions chez le notaire, j'aurais entre mes mains non seulement le testament de mon père, mais aussi la preuve numérique de leur trahison. Le matin venu, j'ai enfilé la robe bleu marine sérieuse que ma mère avait laissée. J'ai attaché mes cheveux en un chignon serré. J'ai regardé la femme dans le miroir. Elle n'était pas pâle, elle n'était pas fatiguée. Elle avait l'air d'une guerrière. « Tu es prête ?» m'a demandé Julien d'en bas. Sa voix était joyeuse, comme celle d'un commandant qui pense avoir remporté la victoire. Je suis descendue. Claire était là aussi. Elle s'est approchée pour m'embrasser. « Bonne chance, ma grande », m'a-t-elle murmuré. « Tout ira très bien. »
Oui, Claire, ai-je répondu, en la regardant dans les yeux, au plus profond de son âme. Tout ira très bien. Mais pour qui, nous verrons bien. Lorsque nous sommes montés dans la voiture, Julien alluma la radio. Une chanson joyeuse passait. Tout en chantant en chœur, j'ai vérifié la première notification reçue sur mon téléphone. Le système mis en place par Pierre fonctionnait. À 2h15 du matin, un mouvement avait été détecté dans le salon. J'ai mis mes écouteurs. Je vais écouter de la musique, j'ai mal à la tête, dis-je. Julien s'en moquait. J'ai appuyé sur le bouton play sur mon téléphone. Et ce que j'ai entendu ne m'a pas glacé le sang. Au contraire, il s'est mis à couler dans mes veines comme de la lave pure. La voix de Julien. Dès que tu auras signé demain, tu changeras de médicament, Claire. Cette fois, utilise celui qui agit lentement. Ça doit ressembler à un Carmévité. Le docteur Maury a des soupçons, on ne peut pas prendre de risques. Le gloussement de Claire. Ne t'inquiète pas, mon amour. Le cœur de ma sœur est déjà brisé. Il ne sera pas difficile de l'arrêter. Je fermais les yeux. J'appuyais ma tête contre la vitre de la voiture. Julien ne savait pas que la femme assise à côté de lui n'était plus sa victime, mais son bourreau. Lorsque nous sommes arrivés au bureau du notaire, Monsieur Leblanc, je suis descendu de la voiture. Le vent de Normandie me frappa dans le figure. « Allez, viens !» dit Julien en me prenant par le bras. Il était impatient. Je tirai mon bras doucement mais fermement. « Passe devant, mon cher. La scène est à toi. » Avez-vous déjà eu le sentiment d'aller à votre propre funéraille, alors qu'en réalité vous alliez creuser la tombe de quelqu'un d'autre? Si vous voulez voir ce qui s'est passé lorsque je suis entré dans ce bureau, regardez la vidéo jusqu'à la fin, car la balance de la justice allait bientôt basculer très brutalement. Le bureau du notaire Monsieur Leblanc se trouvait au 2e étage du plus ancien bâtiment de la ville. L'intérieur sentait la poussière centenaire, l'encre et le mobilier en oc massif. Cette odeur m'inspirait toujours confiance, car ici, ce n'étaient pas les émotions qui parlaient, mais les lois. Julien entra dans le bureau avec une allure de roi. Il boutonna sa veston et tendit la main à Monsieur Leblanc. « Bonjour Leblanc. Réglons cela rapidement, ma femme est encore en convalescence. » Monsieur Leblanc regarda Julien derrière ses lunettes à monture en argent. C'était un homme de 70 ans, paternel, mais sévère. C'était un camarade d'armée de mon père. Il serra la main de Julien, mais ne sourit pas. « Asseyez-vous, dit-il simplement. Nous nous sommes assis sur 2 fauteuils en cuir face à face. Julien ouvrit immédiatement son bague et jeta cette maudite procuration au milieu de la table, comme s'il s'agissait d'une carte à jouer. « Amélie, tu vas signer ici, dit-il en montrant le bas du document du doigt. Il sortit son stylo, un Mont Blanc plaqué or. C'est moi qui lui avais offert pour notre 5e anniversaire de mariage. Quelle ironie. Monsieur Leblanc n'a pas même regardé le papier. Il ne me quittait pas des yeux. « Amélie, dit-il d'une voix douce, es-tu sûre que tu veux signer ce document, ma fille? Cela donne à ton mari le pouvoir de disposer de tous tes biens, vente, cession, hypothèque. » Julien intervint. « Bien sûr que oui, Leblanc. On en a parlé hier, en raison de son état de santé, il souhaite que je m'occupe de ses affaires. J'ai à demander à Amélie, dit-il en élevant sa voix. Je pris une grande inspiration. Je voulais savourer cet instant, cette seconde. Je ressentais un étrange plaisir à l'idée de réduire à néant l'insurance de Julien. « Non, répondis-je d'une voix claire. Julien se tourna vers moi les yeux écarquillés. « Quoi ?» Non, ai-je répété. Je ne veux pas signer, parce que ce n'est pas nécessaire. J'ai sorti de mon sac le document que j'avais lu en secret à l'hôpital, et calmement, je l'ai posé sur la procuration de Julien. Parce que Julien, ai-je dit en le regardant dans les yeux, le terrain que tu essaies de vendre m'appartient, et à moi seul. Julien a ri, un rire nerveux, incrédule. Qu'est-ce que tu racontes? Quand on s'est marié, on a choisi le régime de la communauté de biens. Tout est commun. Monsieur Leblanc a ouvert un épais dossier devant lui. Oui, c'est le régime général, monsieur Rousseau, mais il a brandi un document. Le défunt monsieur Lefebvre, 2 mois avant son décès le 14 août 2018, a transféré tous ses biens à sa fille Amélie par donation. Selon le Code civil français, les biens acquis par donation ou succession ne sont pas inclus dans les biens communs du mariage. Ils ont le statut de biens propres. La salle est devenue silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre. Julien a pâli. Son visage est devenu gris, puis blanc. C'est impossible, balbutia-t-il. Je le savais. Quand son père est mort... Mon père te détestait, Julien, dis-je d'une voix glaciale. Il te considérait comme un snob prétentieux, mais il s'est tu peux ne pas me faire de peine. Et avant de mourir, il a fait la seule chose qui pouvait me protéger de toi. Julien se leva d'un bond.
C'est un piège, vous m'avez trompé. Il frappa la table. Les parts de la coopérative, elle aussi? Leblanc secoua la tête. 60% des parts appartiennent à Madame Amélie. Le reste peut être au nom de votre mère, mais la majorité des parts et la présidence du conseil d'administration appartiennent à Amélie. Donc, il ajusta ses lunettes, techniquement, vous êtes en train de parler à votre patron. Julien me regarda. Son regard n'exprimait plus ni amour, ni haine, ni mépris. Il n'y avait plus que de la peur, car il comprit à cet instant qu'il n'avait pas seulement perdu la possibilité de vendre le terrain, mais qu'il était également ruiné. L'argent qu'il avait détourné, les sociétés écrans, tout allait être découvert. « Vous allez payer pour ça, » dit-il en sifflant. Il fit un pas vers moi. Monsieur Leblanc porta la main à son téléphone. « Assieds-toi, Rousseau. » Mais je ne bougeais pas. Je ne détournais pas les yeux. Je sortis mon téléphone de mon sac. « Tu sais, Julien, tu sais ce que j'écoutais dans la voiture hier soir en rentrant ?» Il s'est arrêté. J'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone. Le son a résonné dans le bureau. Cette fois, utilise celui qui agit lentement. Ça doit ressembler à une crise cardiaque. Julien s'est figé, comme une statue. Sa colère de tout à l'heure a laissé place à la terreur. Tu sais, dit-il sans voix. Je sais tout, dit Jean Blevant. Claire, le poison, l'argent, tout. Et cet enregistrement n'est pas seulement en ma possession. Pierre en a une copie, et une autre. Je regardais Monsieur Leblanc. Mon avocat. Julien vacilla. Il se laissa retomber sur sa chaise. Il se prit la tête entre les mains. La partie est terminée, Julien. Maintenant, prends cette procuration que tu aimes tant et pars, parce que dans quelques instants, la police sera là. À ce moment-là, on entendit des sirènes dans la rue. Julien leva la tête. Il avait les larmes aux yeux, des larmes de crocodile. « Amélie, s'il te plaît, dit-il d'un ton suppliant. Claire m'y a forcé, je te le jure. C'est elle qui a tout planifié. Je n'ai fait que... » Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai pris le stylo en or qui se trouvait sur la table. Je le restant du temps, je saoulais. Je pensais que nous allions construire une vie ensemble. Mais en réalité, tu creusais ma tombe. La porte s'ouvrit. 2 gendarmes entrèrent. « Julien Rousseau ?» Julien se leva et me lança un dernier regard. Ce regard exprimait la douleur de la perte de sa fortune, de sa liberté et de sa vie. Mais pour moi, ce n'était pas encore fini. Le véritable règlement de compte commençait seulement, car Claire était la prochaine sur la liste, et la fin que je lui réservais serait bien plus douloureuse qu'une peine de prison. Avez-vous déjà vu la vie d'un homme réduite à néant en une seule phrase ? Si votre sens de la justice est satisfait, partagez la vidéo. Mais ne partez pas tout de suite, car l'heure est venue d'affronter le « frère du diable ». Lorsque la voiture de gendarmerie est venue chercher Julien, je ne me suis pas retournée. Car regarder le passé, c'est passer à côté du futur. Et mon futur, à cet instant précis, se trouvait dans ma sœur qui s'apprêtait à sabrer le champagne dans le salon de la ferme. Le notaire, Monsieur Leblanc, a posé sa main sur mon épaule. « Je te ramène chez toi, Amélie. Tu ne devrais pas rentrer seule. »« Non, Leblanc, » ai-je répondu en ajustant mes gants. « La voiture de Julien est ici. J'ai les clés. Je vais rentrer chez moi avec ma propre voiture. Et puis, j'ai une surprise pour Claire. » J'ai vu l'inquiétude sur le visage de Leblanc, mais il dut remarquer la détermination dans mon regard. « Les policiers ?» demanda-t-il. « Ils seront là dans 20 minutes, » répondis-je. « Ces 20 minutes m'appartiennent, à moi seul. » En prenant le volant, je remarquais que mes mains ne tremblaient pas. Avant, j'aurais perdu connaissance de peur, mais maintenant, c'était comme si du nitro liquide coulait dans mes veines à la place du sang. J'allumai la radio. Je trouvais une station de musique classique, Vivaldi, le concerto L'hiver, comme c'était à propos. En arrivant à la ferme, j'ai vu que la voiture de Claire était toujours là. Je me suis dirigée vers la maison. Il commençait à pleuvoir légèrement. J'ai ouvert la porte avec ma clé. Des murmures joyeux provenaient du salon. Claire était au téléphone. « Oui, oui, ma chérie, les signatures sont pratiquement apposées. Nous ferons la fête ce soir. Cette idiote est probablement déjà tombée de fatigue. Julien ? Il va arriver d'ici peu. » Je me suis arrêtée sur le seuil. Sans enlever mon manteau mouillé, je l'ai observée. Quand elle m'a remarqué, elle a raccroché le téléphone. Elle a affiché sur son visage son faux masque de sœur inquiète, mais elle ne pouvait pas cacher la lueur de victoire dans ses yeux. « Ma sœur, tu es revenue !» s'écria-t-elle enthousiastement. « Où est Julien ? Les signatures sont en règle ? Allez, raconte, je meurs d'envie de savoir. » Je suis entrée dans le salon. J'ai vu la bouteille de champagne posée sur la table. À côté, 2 coupes. Une pour elle,
l'autre pour Julien. Il n'y avait pas de coupe pour moi. Bien sûr, j'allais mourir. Je pris la bouteille de champagne dans ma main. Je sentis son poids. Julien ne viendra pas, Claire. Le sourire de Claire s'est éteint légèrement. Comment ça, il ne viendra pas? Il est devenu coopératif? C'est un bourreau de travail. Non, ai-je répondu en caressant le bouchon de la bouteille avec mon pouce. Julien est en garde à vue en ce moment, et il y restera probablement pendant les 15 prochaines années. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le teint de Claire a pris la même teinte que son pull en cachemire hors de prix, un beige pâle. Qu'est-ce que tu racontes? Sa voix était devenue aiguë. En garde à vue? Pourquoi? Tentative de meurtre, répondis-je. Détournement de fonds. Et fraude. Claire recula. Elle heurta le bord du fauteuil. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, Claire, dis-je en faisant un pas vers elle. Je me suis contentée d'observer. J'ai observé comment vous vous êtes détruite. Je sortis mon téléphone de ma poche. J'ouvris l'enregistrement. La partie où Julien disait « Utilise celui qui agit lentement ». Et puis le rire de Claire. Le cœur de ma sœur est déjà brisé, il ne sera pas difficile de l'arrêter. Lorsque le son résonna dans le salon, le masque tomba complètement du visage de Claire. Il n'y avait plus de sœur inquiète. Devant moi se tenait une femme folle de jalousie et de haine. « Ferme ça !» a-t-elle crié en se jetant sur moi. Je me suis écartée. Elle a été projetée dans le vide et est tombée sur le tapis. Allongée par terre, elle m'a regardée. Ses yeux étaient remplis de haine. « Tu m'as toujours détestée, n'est-ce pas ?» lui dis-je en la regardant de haut. « Pourquoi, Claire? Que t'ai-je fait? Quand mon père est mort, il t'a donné ta part. J'ai tout fait pour que tu puisses étudier. »« Qu'est-ce que tu m'as fait ?» cria-t-elle. « Tu as toujours été la parfaite Amélie, la préférée de mon père, la princesse de la ferme. Et moi, j'étais quoi? Juste la petite Claire, bonne à rien. Tu as même essayé de me prendre Julien. »« Je n'ai pas pris Julien, dis-je avec dégoût. C'est lui qui m'a choisi. Pour son argent. Et je vois qu'il t'a utilisé pour la même raison. Tu n'étais qu'un outil pour lui, Claire, une idiote amoureuse qu'il a utilisée pour faire tuer sa riche femme. »« Tu mens !» s'écria-t-elle. « Il m'aime. Nous allions nous marier. Après ta mort, cette ferme, cet argent, tout aurait été à nous. C'était notre plan. » Je souris. « Voilà, dis-je. Maintenant que tu as avoué, tu peux partir. »« Je peux partir ?» Elle était surprise. « Tu ne vas pas aller voir la police ?»« Je n'irai pas, dis-je en regardant par la fenêtre. Des lumières bleues et rouges commençaient à éclairer l'entrée de la ferme. Lorsque les sirènes retentirent, Claire courut à la fenêtre. En voyant les véhicules de la gendarmerie, elle se figea sur place. Elle se retourna vers moi. Cette fois, ce n'était pas de la haine qu'elle avait dans les yeux, mais de la peur à l'état pur. « Ma sœur, s'il te plaît. Je suis enceinte. Je porte l'enfant de Julien. Tu ne peux pas me faire mettre en prison ?» C'était un coup dur auquel je ne m'attendais pas. Une grossesse. Je me suis arrêtée un instant. La compassion qui sommeillait en moi a refait surface pendant une seconde. Un bébé, ai-je pensé. Mon neveu. Mais ensuite, je me suis souvenue de cette tisane, du poison qu'elle contenait. Si j'avais bu cette tisane, je serais morte, et ce bébé aurait grandi sur ma tombe. Claire s'est approchée de moi et m'a pris les mains. « S'il te plaît, Amélie. Je te jure que c'est Julien qui a tout planifié. J'avais juste peur. Je l'ai fait pour mon bébé. Retire ta plainte. Nous n'en parlerons à personne. Je partirai d'ici. » J'ai lentement retiré mes mains des siennes. J'étais aussi froide qu'à l'époque où j'avais dû séparer Belle de son veau malade. Ce bébé peut être innocent, Claire. Mais toi, tu ne l'es pas. Et je suis désolée, mais j'ai épuisé tout mon stock de compassion hier soir. On frappa fortement à la porte. « Gendarmerie, ouvrez !» Je me tournai vers Claire, et je laissai derrière moi ma sœur en pleurs, effondrée sur le sol. J'ai ouvert la porte. Le commissaire se tenait sous la pluie. « Madame Rousseau ?»« Elle est à l'intérieur, » dis-je en faisant un signe de la tête en direction du salon. Elle a tout avoué. Alors qu'ils emmenaient Claire, elle continuait à me regarder et à me supplier. Mais je ne la regardais pas. Je détournais les yeux vers les champs infinis de la ferme. La pluie cessait. Un faible rayon de soleil perçait à travers les couloirs. Une fois la maison vide, je me suis retournée dans le salon. J'ai redressé la chaise renversée sur le sol. J'ai pris la bouteille de champagne encore fermée sur la table. Je suis allée dans la cuisine, j'ai vidé la bouteille dans l'évier. Pas de fête, me suis dit. Pas encore, parce que le nettoyage ne fait que commencer. Avez-vous déjà ressenti un immense soulagement, plutôt que de la tristesse, en voyant un de vos proches menotté et emmené? Si oui,
enregistrez cette vidéo, car je vais vous raconter comment j'ai bâti un empire à partir de ces décombres. Le silence de la maison ressemblait à cette étrange et effrayante accalmie qui suit la tempête. Alors que les gyrophares bleus des véhicules de la gendarmerie disparaissaient à l'horizon, seul le bruit de la pluie restait. Le parfum lourd de Claire flottait toujours dans le salon, mais son poison avait enfin été éliminé de cette maison. Après avoir versé le champagne dans l'évier, je m'appuyai contre le plan de travail de la cuisine. Je pris une profonde inspiration. La liberté, c'était le nom de ce qui remplissait mes poumons, je crois. Mais cette liberté s'accompagnait davantage du poids d'une énorme responsabilité que d'un sentiment de légèreté. À ce moment-là, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Ce n'était pas l'entrée d'un étranger ou d'un voleur, c'étaient des pas assurés, ceux d'une propriétaire qui ouvrait la porte avec sa clé. Le bruit sec et rythmé des talons sur le sol en pierre. Tac, tac, tac. Ma belle-mère, Madame Rousseau. Elle revenait de sa partie de bridge hebdomadaire en ville. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon impeccable, comme si elle sortait du salon de coiffure, et elle portait son célèbre manteau de vison. Elle n'était au courant de rien. Son monde s'était effondré, mais elle continuait à jouer à la reine sur les décombres. Quand elle est entrée dans la cuisine, elle s'est arrêtée en me voyant devant l'évier. Ses yeux ont balayé la pièce. Elle cherchait Julien, Claire, peut-être une table de fête déjà dressée. « Amélie ?» dit-elle avec son ton méprisant habituel. « Pourquoi les lumières sont éteintes ? Et où est Julien ? J'ai vu sa voiture dehors. »« Il est parti, madame. »« Il est parti ? Où ? À la coopérative ? À cette heure-ci ? Oh, ce garçon se fatigue trop. Bon, où est Claire ? Fais-moi du thé, j'ai mal à la tête. » Elle continuait à donner des ordres. Elle se croyait toujours la maîtresse des lieux. « Il n'y a pas de thé, dis-je. Et Claire est partie. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça, pas de thé ? Amélie, reprends-toi. Tu agis bizarrement depuis que tu es sortie de l'hôpital. Je t'ai donné un ordre. » Je m'approchai d'elle. Je m'arrêtai à 1 mètre d'elle. Pour la première fois, je la regardai droit dans les yeux, sans détourner le regard ni baisser la tête. « Le temps des ordres est révolu, madame, » ai-je dit. Ma voix était un murmure, mais elle a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la cuisine. Julien et Claire ont été arrêtés par la gendarmerie. Ils sont accusés de tentative de meurtre, de détournement de fonds et d'escroquerie. Madame Rousseau a éclaté de rire, un rire nerveux, incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes ? Arrêté. Mon fils ? Tu as perdu la tête. » « J'aimerais bien, » répondis-je. « J'aimerais bien être folle et que rien de tout cela ne soit arrivé. Mais malheureusement, je suis bien lucide. Julien a essayé de m'empoisonner pour s'emparer de mon héritage. Et Claire l'a aidé. Ils ont tout avoué. » Le sourire de la femme se figea, ses pupilles tremblèrent. Elle faillit trébucher, mais se rattrapa à sa chaise. Puis elle se réfugia dans son orgueil, dans son mécanisme de défense. « Mensonge !» s'écria-t-elle. « Ce ne sont que des calomnies. Avec votre jalousie, vous essayez de détruire mon fils. Julien vous aimait, il a pris soin de vous, il vous a accueilli dans cette maison. » « Il m'a accueilli dans cette maison ?» Un sourire amer se dessina sur mon visage. Cette maison, cette ferme, ces terres, tout cela appartenait à mon père, et maintenant, tout cela m'appartient légalement. Julien n'était qu'un parasite. Et je vois que vous l'êtes aussi. Le visage de Madame Rousseau devint rouge écarlate. Elle leva la main, prête à me gifler. Autrefois, j'aurais fermé les yeux et accepté cette gifle, mais sa main est restée en l'air. J'ai attrapé son poignet. « Ne fais pas ça, » lui ai-je dit. Je lui serrai le poignet, les yeux remplis de colère. « Ne t'avise plus jamais de me toucher. Cette époque est révolue. » Je lâchai son poignet brutalement. Il trébucha en arrière. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. « Maintenant, » ai-je dit en montant la porte, « vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires. Ensuite, vous quitterez cette maison. Vous ne pouvez pas me mettre à la porte. C'est ma maison. J'ai donné 40 ans de ma vie à cette maison. C'est ma maison maintenant, dis-je. Et je ne veux pas sous mon toit la mère de l'homme qui a essayé de m'empoisonner, une femme qui a fermé les yeux sur ce meurtre. Oui, vous saviez. Ces thés spéciaux, ces chuchotements, ces plans. Vous n'avez peut-être pas mis le poison, mais vous saviez très bien ce que votre fils faisait, et vous vous êtes tu.
Elle est restée silencieuse. Elle n'a pas pu nier. À ce moment-là, sa culpabilité se lisait sur son visage. « Où veux-je aller » dit-elle d'une voix tremblante. La reine orgueilleuse avait disparu, remplacée par une vieille femme désespérée. « Allez chez l'un de vos amis bridgeurs dont vous vous vantez tant, lui dis-je. Ou dans cet hôtel de luxe de la ville. J'ai également gelé les comptes secrets que Julien avait constitués avec mon argent. Donc vous devrez vous débrouiller seul. » 1 heure plus tard, Madame Rousseau était à la porte. Elle n'avait que 2 valises avec elle. Elle était emmitouflée dans son manteau de vison, mais elle tremblait. La pluie s'était intensifiée. « Tu vas le payer, Amélie », m'a-t-elle dit avec une dernière bouffée de haine. « Tu ne pourras plus regarder personne en face dans cette ville. Tout le monde dira que tu es une sorcière. »« Qu'il parle ?» dis-je en tenant la porte. « Qu'il se souvienne de moi comme d'une bonne victime plutôt que d'une sorcière survivante. J'ai fait mon choix. » Je lui ai claqué la porte au nez. Je l'ai verrouillée. J'ai tiré le loquet. Puis je m'assis contre la porte et m'effondrai sur le sol. C'était fini. Ils étaient tous partis. La maison était vide. Mais ce vide n'était pas effrayant. C'était le vide d'une page blanche. Cette nuit-là, je me suis assise seule devant la cheminée. Je n'avais pas de verre de vin à la main, seulement une tasse de tisane chaude. Mais cette fois, c'était moi qui avais cueilli les herbes qui la composaient. C'était sans danger. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, le village était en ébullition. Les rumeurs s'étaient propagées plus vite que le vent de Normandie. Le mari empoisonneur, le frère traître et la belle-fille cruelle. Quand je suis descendue au village pour aller au marché, j'ai senti les regards posés sur moi. Les chuchotements ont cessé. Certains ont changé de chemin. Mais d'autres, surtout les femmes, Marie, la marchande de fruits et légumes, Sophie, la boulangère au bord de suicide aux causes des dettes de son mari, Sophie qui faisait des ménages pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Elles étaient toutes là. Je ne leur avais pas proposé un emploi. Je leur avais proposé un partenariat. « Mesdames, ai-je dit en m'asseyant à la tête de la table, ma voix tremblait. Pendant des années, nous avons vendu notre lait à cette coopérative, à M. Bernard et à sa bande, pour une bouchée de pain. Ils sont devenus riches, tandis que nous avons simplement survécu. Ils nous ont dit « Vous ne comprenez rien, les comptes, c'est l'affaire des hommes. » Élodie a secoué la tête, les yeux remplis de larmes. Mais les temps ont changé et je poursuivis. Ici, sous ce toit, nous ne ferons pas que produire du fromage. Nous construirons notre propre destin. Chacun recevra le fruit de son travail, la part qui lui revient. Je suis le patron, mais nous sommes tous associés. Alors que les applaudissements retentissaient, une voiture noire apparut devant la porte. Je connaissais cette voiture. C'était celle du président de la coopérative, M. Bernard, le roi officieux du village, l'ancien menteur de Julien. En entrant, il a grimacé en sentant l'odeur de lait frais et de fromage qui lui piquait le nez. Il était accompagné de 2 avocats. Il était venu pour intimider. « Amélie, dit-il avec un sourire forcé, quel charmant club de loisirs vous avez créé ici. Mais vous le savez, n'est-ce pas? Selon les statuts de la coopérative, les membres ne peuvent vendre leur lait qu'à nous. Vous ne pouvez pas produire à titre privé. » Les femmes se turent. La peur, cette vieille connaissance, tenta à nouveau de s'insinuer dans la pièce. Je me suis approchée de Bernard. Je n'avais ni arme ni poison dans les mains, seulement un dossier. Le dossier de secours que j'avais récupéré sur l'ordinateur de Julien. « Je connais très bien les statuts, monsieur Bernard, dis-je en haussant la tête, tout comme je connais l'article 14. Les dirigeants qui utilisent les fonds de la coopérative à des fins personnelles seront immédiatement exclus et feront l'objet de poursuites judiciaires. » Bernard se figea. « Que voulez-vous dire ?» J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti un document. Je n'insinue rien, je prouve. Ce sont des documents signés qui montrent que les fonds transférés par Julien vers ses sociétés écrans sont en réalité des fonds que vous avez approuvés sous le nom de frais de consultation, avec la date, l'heure et votre signature manuscrite. Bernard devint livide. Ses avocats se regardèrent. « C'est une preuve obtenue illégalement, balbutia-t-il. « Peut-être, répondis-je en haussant les épaules. Mais que se passerait-il si je montrais ces documents non pas au procureur, mais aux autres membres de la coopérative, à ces pauvres agriculteurs? Pensez-vous qu'ils vous garderaient 1 minute de plus dans ce fauteuil ?» Bernard commença à transpirer. Il sortit son mouchoir et s'essuya le front.
Il ressemblait à un rat acculé dans un coin. « Que voulez-vous » murmura-t-il. « C'est très simple, » répondis-je. « Vous allez démissionner de la coopérative et vous allez reconnaître officiellement l'union des productrices que j'ai créée et nous ouvrir votre réseau de distribution. Sans commission. » « C'est de la folie, » dit-il. « Vous allez me ruiner. »« Vous nous avez ruinés pendant des années, » ai-je répondu en désignant les femmes derrière moi. Marie tenait une louche à la main, Sophie une calculatrice. Il comprit qu'il avait perdu. D'accord. D'accord, bon sang. Lorsque Bernard et ses avocats sont partis, laissant derrière eux un silence pesant dans la grange, Élodie a posé le pot à lait qu'elle tenait dans la main et a poussé un cri. Un cri de victoire. Ce jour-là, nous avons emballé notre première série de fromages. J'ai collé l'étiquette « L'Aube » dessus. Ce n'était pas un fromage. C'était notre déclaration d'indépendance. Le soir venu, je me suis assise sous le porche de la ferme pour regarder le soleil se coucher. Mon téléphone a sonné. C'était mon avocat, Monsieur Leblanc. « Amélie » dit-il d'un ton grave. « La date du procès a été fixée. C'est mardi prochain. Julien et Claire, ils ont tous les deux changé leur déposition. Ils se rejettent la faute l'un sur l'autre. Mais le procureur veut que tu témoignes aussi. Je le ferai. Je le ferai, Leblanc. Je serai là pour les regarder dans les yeux. » J'ai raccroché. Avez-vous déjà vu la peur dans les yeux de quelqu'un qui vous dit « Tu ne peux pas » ? Aucune somme d'argent ne peut acheter le plaisir que procure cet instant. Si vous êtes aussi pour les initiatives, aimez cette vidéo, car la semaine prochaine, nous jouerons notre dernière carte dans la salle d'audience. Lorsque j'ai franchi les immenses portes du palais de justice de Rouen, je me sentais davantage comme un gladiateur que comme une victime. Les journalistes étaient là. Les flashs crépitaient. « Madame Rousseau, que pensez-vous de votre frère ? Votre mari prétend que c'est vous qui avez demandé le poison, est-ce vrai ?» Les questions fusèrent. Je n'ai répondu à aucune d'elles. J'ai simplement ajusté le col de ma robe en soie verdance et j'ai marché la tête haute vers la salle d'audience. Le vert était la couleur de l'espoir. Mais aujourd'hui, ce serait la couleur du poison. La salle d'audience était bondée. Au premier rang, je les ai vus, assis sur le banc des accusés. Julien et Claire. Les mois qui s'étaient écoulés les avaient rendus méconnaissables. Julien n'était plus l'homme élégant et arrogant en costume chic. À sa place se trouva un homme effondré, mal rasé, les yeux rougis. Quant à Claire, cette femme toujours soignée et radiante, était désormais une petite fille effrayée. Il n'y avait qu'un mètre entre eux. Mais cet espace semblait être un gouffre. Ils ne se regardaient même pas. L'amour était fini. Le partenariat était fini. Il ne restait plus qu'une reine pure et distillée. Lorsque le procès a commencé, le procureur a lu l'acte d'accusation. Une tentative de meurtre planifiée à de sang-froid, un détournement de fonds systématique et une escroquerie. Les preuves étaient si solides que même leurs avocats semblaient désespérés. Lorsque vint le tour de la défense, le spectacle auquel je m'attendais commença. Julien est monté à la barre. Sa voix tremblait, mais ce n'était pas de peur, c'était de colère. « Monsieur le juge, » dit-il en désignant Claire, « j'étais qu'un homme amoureux. Cette femme, Claire, m'a manipulée. Elle m'a dit « Ta sœur ne me mérite pas, elle est malade, elle est malheureuse. C'est elle qui a trouvé le poison. » Elle m'a dit « On va juste l'endormir un peu, puis tu divorceras. » Je ne voulais pas la tuer, je le jure. Un murmure parcourut la salle. Claire bondit de son siège. « Il ment !» cria-t-elle. Alors que les gendarmes tentaient de la faire s'asseoir, elle cracha sur Julien. « C'est toi qui as tout planifié. C'est toi qui as dit « Si ma femme meurt, nous hériterons de tout, et je pourrai rembourser mes dettes. » Tu m'as mis en prince que mon sainte et tu m'as menacé. Tu m'as dit « Si tu ne m'aides pas, je te détruirai, toi et ton bébé. » Le juge frappa violemment son marteau. « Silence ! Que les accusés se contrôlent !» Je me souris par tête village. C'est exactement ce que j'avais prévu. Il se déchirait. Puis le procureur m'a appelé. « À la barre, Madame Amélie Rousseau. » Je me suis levée. Les chuchotements dans la salle se sont tus comme un coup de couteau. Le bruit de mes talons résonnait comme la sentence de mort de Julien et Claire. Une fois à la barre, j'ai d'abord regardé Julien, puis Claire. Je n'ai pas détourné les yeux. Ce sont eux qui ont détourné les leurs. « Madame Rousseau, » a dit le procureur, « votre mari et votre frère s'accusent mutuellement. Selon vous,
Lequel dit la vérité ? Je me suis approchée du micro. Ma voix était calme, claire et forte. Ils mentent tous les deux, ai-je répondu, et ils disent tous les deux la vérité. Le jury m'a regardé avec stupéfaction. Julien, ai-je dit en me tournant vers lui, est un homme capable de tout pour l'argent. Pour lui, les gens ne sont que des marches à gravir. Il m'a utilisé comme un tremplin pour accéder à l'héritage de mon père, et Claire comme un pion pour faire son sale boulot. Puis je me suis tournée vers Claire. Et Claire, ma sœur, elle avait fait de la jalousie un mode de vie. Elle n'a pas fait ça parce qu'elle aimait Julien. Elle l'a fait parce qu'elle voulait avoir la vie que j'avais. Elle voulait me tuer et prendre ma place, littéralement. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis tournée vers le jury. Mesdames et messieurs les jurés, ce que vous voyez ici n'est pas un crime passionnel. C'est la tentative de deux personnes cupides de détruire une famille, un héritage et une vie. Ils s'accusent mutuellement parce qu'ils sont le reflet l'un de l'autre. Ils regardent tous deux dans la même obscurité. Claire se mit à sangloter. « Ma sœur, je suis enceinte. Pour mon bébé. Ayez pitié, je vous en prie. » C'était son dernier atout. Elle a regardé mon ventre, puis le jury. Certains membres du jury ont affiché une expression de pitié. Je sortis un document de mon sac. « Monsieur le jury, dis-je, voici le rapport officiel de l'hôpital de Rouen concernant la grossesse dont ma sœur a parlé. Je l'ai demandé avec l'autorisation du procureur. » Je levai le document en l'air. D'après ce rapport, Claire Rousseau n'est pas enceinte. Elle ne l'a jamais été. Il s'agit d'un mensonge inventé de toutes pièces, dans le seul but de me manipuler émotionnellement et, maintenant, de gagner la clémence du tribunal. Une vague de choc se propagea dans la salle. Claire resta figée, son visage devant livide. Julien, quant à lui, se prit la tête entre les mains et se mit à rire. Il faisait une crise de nerfs. « C'est un mensonge » cria Julien. « Tu m'as dit que tu étais enceinte. Tu m'as menacée avec ça. »« Ça suffit » tonna le juge. « Je suspends l'audience pour délibérer. » Alors que le jury quittait la salle, je descendis de la barre. Claire me regardait. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement un vide infini. La pièce était terminée. Le rideau était tombé. Et personne n'applaudissait. À la sortie du tribunal, M. Leblanc vint vers moi. « Tu as été formidable, Amélie. Ce rapport, c'était le coup de grâce. » Je le savais, ai-je répondu. Claire a toujours été une bonne actrice, mais elle ne savait pas écrire de scénario. Je levai les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient dissipés et le soleil brillait de mille feux sur le palais de justice. « Et maintenant, que va-t-il se passer » demanda Leblanc. « Maintenant, ai-je répondu en ouvrant la portière de ma voiture, je rentre chez moi. Il faut traire les vaches, emballer les fromages. La vie continue, Leblanc, et ma vie ne fait que commencer. » En montant dans la voiture, j'ai regardé une dernière fois le bâtiment dans le rétroviseur. À l'intérieur, j'avais laissé deux personnes qui s'étaient détruites mutuellement. Mais moi, je m'étais reconstruite. Avez-vous déjà construit un château avec les pierres qui vous ont détruit ? Si oui, cette histoire est la vôtre. Mais elle n'est pas encore terminée, car chaque empire a son couronnement. À bientôt pour la fin. 1 an plus tard. Les premiers jours de printemps arrivent toujours timidement en Normandie, mais lorsqu'ils arrivent, ils peignent tout en vert. Debout sur la véranda de la ferme avec une tasse de café à la main, je me suis dit que cette verdure n'appartenait plus seulement à la nature, mais aussi à mon compte en banque. Aujourd'hui est un grand jour. En bas, devant l'ancienne étable en pierre, il y a une effervescence. C'est l'inauguration de la nouvelle fromagerie, l'Aube. Mais ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un monument. Au-dessus de la porte, on peut lire en lettres géantes « Amélie et la coopérative des femmes de Normandie ». Nous qui étions invisibles il y a 1 an, nous sommes aujourd'hui l'histoire de succès la plus commentée du pays. Nos fromages sont présents dans les restaurants les plus luxueux de Paris et sur les étagères des magasins gastronomiques. Et surtout, aucun homme n'a donné son autorisation pour cette réussite. Et eux, où sont tassés les méchants de cette histoire ? Julien a été condamné à 12 ans de prison pour tentative de meurtre et escompte aggravé. D'après ce que j'ai entendu, il est devenu bibliothécaire en prison. L'homme qui m'a méprisé pendant des années passe ainsi désormais ses journées parmi les étagères poussiéreuses, à classer les vies écrites par d'autres. Claire, ma pauvre sœur. Elle a été condamnée à 8 ans de prison, mais pas dans une prison, dans une clinique psychiatrique. Elle a été diagnostiquée avec un trouble pathologique du mensonge et un trouble de la personnalité narcissique. Les médecins disent qu'elle se considère toujours comme une victime.
De temps en temps, elle m'écrit pour me demander de l'argent. Je brûle ses lettres sans les lire, parce que le feu est le meilleur moyen d'effacer le passé. Et Madame Rousseau, cette reine orgueilleuse, elle a dû vendre sa maison en ville et s'installer dans une pension bon marché dans le sud. Récemment, un de mes amis l'a vu vendre des fausses perles au marché. La vie a un sens de l'humour étrange, n'est-ce pas? Madame la Présidente, je me suis retournée. Élodie se tenait là, une paire de ciseaux et un ruban rouge à la main. Elle souriait. Elle n'était plus cette femme au bord du suicide. Elle était la directrice de production. « On est prêt ?» demanda-t-elle. « Nous sommes prêts », répondis-je. Je posai ma tasse sur la table. Lorsque je suis descendue, une salve d'applaudissements a éclaté. Il n'y avait pas que les ouvriers, mais tout le village. Le notaire Leblanc, le vétérinaire Pierre, même le docteur Maury qui me regardait avec méfiance. Tous étaient venus assister à ce miracle. Lorsque j'ai pris les ciseaux pour couper le ruban, j'ai regardé mes mains. Un an plus tôt, elles tremblaient. Elle lavait des verres à vin salauds, nettoyait les restes des autres. Aujourd'hui, elle tenait mon destin entre ses mains. Ce ruban, dis-je en m'adressant à la foule, je ne le coupe pas seulement pour moi. Je le coupe pour toutes les femmes qui ne peuvent pas s'exprimer, à qui on dit « tu n'y arriveras pas », dont le travail est invisible. Nous sommes là, nous existons, et nous produisons. J'ai fait claquer le ciseau. Le ruban rouge est tombé à terre. Des confettis ont éclaté. La musique a commencé. À ce moment-là, j'ai cru voir mon père dans la foule. Avec son vieux bonnet, appuyé contre un réservoir de lait, il me souriait. « Bravo, ma fille », semblait-il me dire. Le plus grand héritage que je puisse te léguer, ce n'est pas l'argent, c'est le courage. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas pleuré, car je savais désormais que les larmes n'arrosent pas les champs. Ce sont la sueur et la volonté qui les arrosent. À la fin de la journée, quand tout le monde est parti, je suis retournée sur la véranda. Le soleil se posait, mais pour moi, l'aube ne se coucherait jamais. J'ai un dernier mot à dire à tous ceux qui ont écouté cette histoire. La vie vous plonge parfois dans la boue. Parfois ceux que vous aimez le plus vous poussent au fond du gouffre. Mais n'oubliez pas, les graines poussent aussi dans l'obscurité. Si vous êtes dans le noir en ce moment, n'ayez pas peur. Ce n'est pas la fin, c'est le moment où vous commencez à germer. Je m'appelle Amélie Rousseau. Autrefois j'étais invisible. Aujourd'hui, je suis l'héroïne de mon histoire. Et vous, quand commence votre histoire ?